Alors nous avons, le plaisir de reprendre la suite de ce colloque avec donc la seconde partie, enfin la seconde sous-partie de cette première partie, qui s'intitule donc «Les transformations relationnelles». Et nous allons débuter donc avec l'intervention de François-Xavier Roudemar, qui est maître de conférence en droit privé et sciences criminelles à l'université de Brest, et qui est intervenu sur la délicate question de la zoophilie pour s'interroger sur la question de savoir si l'animal est en fait un nouvel objet sexuel. François-Xavier, je te laisse la parole. Merci. Alors, comme il se doit, je vais remercier très sincèrement Aloïs. Ça fait plusieurs projets sur lesquels on travaille ensemble et c'est toujours un plaisir de pouvoir se retrouver et de retrouver les collègues qui traitent de la question animale aussi. Et puis, le plaisir aussi de découvrir l'Université d'Evry que je n'avais pas eu l'occasion de découvrir jusqu'alors. Alors, comme il vient d'être dit, je vais vous parler de zoophilie. Alors, à un moment pas forcément des plus privilégiés, puisque juste après le repas et donc la digestion pour un certain nombre d'entre vous. Donc, je vais essayer d'être le plus captivant possible pour vous garder avec moi, sur cette, vingtaine de minutes. L'animal, nouvel objet sexuel, lequel la zoophilie, donc vous l'aurez compris, on va parler de sexualité, sexualité qui reste un acte naturel, essentiel à notre vie, Je ne vais pas décliner, l'expression des sentiments amoureux, de reproduction ou d'autres intérêts à la sexualité, mais un acte qui reste tabou, dans notre société. La sexualité reste tabou, qu'elle soit, 2 personnes âgées, on en parlait tout à l'heure justement sur certains projets, ou autre, ça reste une thématique complexe et lorsqu'on rentre dans la thématique des déviances sexuelles, puisque la zoophilie, vous l'aurez compris, est une déviance sexuelle, eh bien, on est là sur un tabou qui est encore plus renforcé, encore plus complexe, ce qui peut expliquer, peut-être que, le législateur ne s'y est pas intéressé. Le législateur et notre société, ou alors s'y est intéressé avec beaucoup de lenteur, comme on va pouvoir le voir, puisque, eh bien, lutter contre la zoophilie a été, long. On a eu une inaction, pendant un certain nombre de décennies et aujourd'hui reste, limité. On va voir qu'il y a une adaptation certainement à cette lutte contre, eh bien, ce comportement qui peut être, critiquable et qui doit être sanctionné. Au-delà de cela, on peut se poser la question d'ailleurs de la visibilité, de la question. Justement, ce colloque, cette publication, permet de rendre plus visible, eh bien, cette problématique-là, qui a peut-être été laissée de côté par les juristes pendant un certain temps et donc ça permet de mieux penser le problème, mieux répondre à ce problème-là et aussi du coup, eh bien, apporter une avancée à l'animal et à sa protection. Pour revenir du coup en propre sur les pulsions zoophiles, juste pour rappeler que ces pulsions, qu'elles soient fantasmées ou qu'elles soient mises en œuvre, eh bien, elles peuvent débuter à partir de l'enfance, la préadolescence et après elles peuvent évoluer au fil de la vie, diminuer d'ailleurs avec l'âge. Donc c'est assez variable. S'agissant de la quantification, là aussi pour essayer de donner un peu un ordre d'idée, on considère, d'après les statistiques, que 1 de l'activité sexuelle des humains, serait consacrée à la zoophilie. Alors, certains auteurs nous disent que ça en fait bien une sexualité assez rare. 1 ça reste certainement trop, mais ça reste effectivement dans les déviances un pourcentage assez rare, notamment si on compare avec les problématiques de pédophilie. Encore une fois, j'utilise ce terme sachant que c'est un terme, psychiatrique. Et bien sûr, c'est beaucoup moindre également que le voyeurisme ou l'exhibitionnisme, ce type de situation. À cela, il faut quand même souligner qu'il y a certainement un chiffre noir qui est particulièrement important, sur ces questions-là. Ce chiffre noir d'ailleurs particulièrement important, peut être en quelque sorte découvert par rapport aux autres statistiques qui concernent la zoopornographie. Et là, cette fois-ci, si on prend des chiffres, je vous donne quelques chiffres qui ont été proposés par l'association Animal Cross. Eh bien l'association nous dit que, on aurait des échanges sur des sites de rencontres à près, de 10 000, et pour les, consommateurs de zoopornographie, on sera à 150 000. En termes de consultation, sur le rapport qu'il présente, juste pour vous dire que ça fait une proportion qui est relativement élevée, même si les chiffres peut-être nous disent rien comme ça mis dans l'absolu, mais si vous voulez, ça fait des proportions qui sont très élevées par rapport aux condamnations. Finalement, on a un faible nombre de condamnations sur ce type de comportement, sur un nombre finalement de contenus partagés, de rencontres, qui serait beaucoup plus élevé.
Ce qui a amené le législateur à intervenir sur ces questions-là. Alors là aussi, je ne vais pas reprendre, on peut retrouver cela dans la contribution écrite. Sur l'historique, juste pour rappeler que ce qu'on appelle aujourd'hui la zoophilie, d'ailleurs qui n'est pas le terme qui est utilisé par le législateur, hein, on va voir les termes qui sont utilisés, on a appelé cela donc historiquement la bestialité. Et donc c'était poursuivi et sanctionné, hein, sous l'Ancien Régime, et d'ailleurs avec une sanction qui était extrêmement lourde, hein, puisque c'était la peine de mort, et la plupart du temps d'ailleurs c'était au bûcher, hein, pour l'homme, et pour l'animal qui était considéré comme complice de l'acte. Et donc on a un certain nombre d'historiques, il y a beaucoup d'écrits sur ces questions-là. Il faut savoir qu'après, le code pénal donc de 1791 et le code pénal de 1810 ont retiré le renvoi à cette logique-là. On a fait disparaître, et d'ailleurs dans une des justifications, c'était de jeter un voile sur ces questions-là, puisque c'était des questions qui suscitaient le scandale, et donc on voulait cacher ces problématiques, et donc on n'a pas fait état d'incrimination pour sanctionner ce comportement-là. Donc il faut attendre 2004, hein, pour qu'on revienne pénaliser, eh bien, la zoophilie, et 2021 pour une amélioration. Donc, je vais reprendre cette évolution juridique qui est intéressante, et pour, justement être, sujette à critique, et montrer en revanche l'évolution qui a amené en revanche, à permettre de sanctionner ce qu'on va appeler la zoopornographie qui, elle, jusqu'alors, jusqu'à 2021, n'était pas du tout prise en compte. Donc 2 temps dans ma présentation, de façon assez courte encore une fois, l'acte zoophile physique pour m'intéresser après à la problématique plutôt virtuelle dans un second temps. Donc ici, sur ce premier temps, eh bien, comme je viens de le dire, je vais plutôt être sur de la critique, critique d'une part du législateur, du point de vue du temps. Encore une fois, 2004 pour venir sanctionner ce comportement, c'est extrêmement tardif, et aussi une critique sur la technique juridique puisque, finalement, on est sur malheureusement, hein, des évolutions qui sont nécessaires d'un point de vue juridique, mais qui sont, je vais dire de la sorte, mal pensées, mal construites et qui nécessitent des réformes. On va le voir, ça a été fait pour l'acte physique et ça devra être fait pour l'acte virtuel, même si on a une avancée, en fait, on va voir que ça se fait toujours en 2 temps malheureusement. Donc ici, pour l'acte zoophile physique, hein, c'est l'interdiction de la zoophilie, interdiction, donc, des comportements sexuels entre une personne humaine et un animal, et encore une fois, ça s'est fait en 2 temps. Introduction en 2004, donc c'est la loi du 9 mars 2004, hein, qui vient insérer un article, qui vient insérer, pardon, une précision dans un article, qui est l'article 521-1, et qui insère en fait la précision toute simple ou de nature sexuelle. Donc, vous avez cet article qui était antérieur, hein, et qui sanctionnait déjà les actes de cruauté, qui sanctionnait les sévices donc physiques sur l'animal, qui sanctionnait l'abandon et d'autres donc d'autres comportements. Et on est venu rajouter donc cette précision ou de nature sexuelle pour sanctionner les sévices de nature sexuelle. Et donc, on a cet article qui est ainsi rédigé, je vous le lis. Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé ou tenu en captivité, est puni de 2 ans. Donc, on a cet ajout qui vient permettre l'interdiction de ces comportements sexuels, et donc qui permet d'avoir un fondement précis, un fondement spécifique à la lutte contre la zoophilie. Jusqu'alors, si vous voulez, on passait par des détournements, si on peut dire, puisqu'on passait notamment par les mauvais traitements, par les sévices graves, pour essayer de lutter contre ces comportements-là. Donc là, on a un texte qui est précis, qui permet de lutter contre ces comportements. Alors, pour la petite précision, certains nos auteurs nous disent que les animaux préférés des zoophiles sont les chiens et les chevaux. Effectivement, ce sont les animaux qui sont les plus retrouvés, hein, soit donc dans la documentation qu'on retrouve à travers la zoopornographie, soit alors sur bien sûr les procès qui sont établis. Mais vient s'élever, si on peut dire, un débat sur les termes qui sont utilisés. Donc, comme je viens de vous le dire, on parle de sévices de nature sexuelle, et toute la problématique qui a été, levée par rapport à cette terminologie, c'est le terme de sévice. Est-ce que par le terme sévice, il faut un acte de souffrance ou un acte de violence? Et donc la question s'est posée, et effectivement, je ne vais pas vous refaire toute l'étymologie du terme sévice, on peut s'interroger. Et vous avez 2 appréhensions. Il y a effectivement une appréhension qui, sous-tend, si vous voulez, cette logique, de violence, et une autre appréhension qui permet, eh bien, d'exclure cette logique-là. Et si on fait quand même un rapport avec, l'utilisation, vis-à-vis des incriminations qui concernent l'homme, on est plutôt quand même sur une recherche de souffrance. Quoi qu'il en soit, la Cour de cassation ne l'a pas vu de cette oreille.
ne l'a pas entendu en tout cas de cette oreille, si on peut dire, puisque dans l'affaire Poney Junior, qui est une affaire assez connue, où vous aviez un homme qui avait sodomisé un cheval, un poney, eh bien, la Cour de cassation a retenu, eh bien, l'incrimination, la zoophilie, alors même que, elle considérait qu'il n'était pas nécessaire de retrouver de la violence ou de la souffrance. Vous l'aurez compris, le la défense soulevait que la pénétration par un homme d'un animal comme un poney, ne pouvait pas lui avoir provoqué de souffrance en tant que telle. Eh bien, la Cour de cassation, en fait, met de côté cette logique-là et vient sanctionner. Alors sur le principe de la protection de l'animal, et sur le principe de la sanction de l'auteur, c'est évidemment une décision qui est totalement positive, hein, qu'on peut, accueillir avec, bien évidemment, comment dire? D'intérêt et de positivité. Maintenant sur le point de vue de la technique juridique, on peut s'interroger, hein, puisque vous avez un principe qui est le principe de l'égalité des délits et des peines, qui implique de lire strictement un texte et effectivement, on peut se poser la question: «Est-ce que dans cette affaire-là, eh bien, on est sur une affaire, qui aurait au vu de la terminologie, permis de véritablement sanctionner la personne, l'individu. Donc la question s'est posée, quoi qu'il en soit, eh bien, la Cour de cassation est allée vers la sanction, ce qui n'a pas empêché les critiques et surtout ce qui n'a pas empêché, eh bien, une réforme législative et au contraire, cette réforme était le bienvenue et on a, donc la loi du 30 novembre 2021 qui va venir réformer, cette logique-là. Alors, réforme qui est intéressante à 2 titres. Sur la terminologie, je vais le reprendre dans un instant, mais réforme qui est intéressante aussi parce qu'elle crée un nouvel article, l'article 521-1-1, qui vient spécifiquement s'intéresser, eh bien, à ce comportement-là. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que, si vous voulez, comme je l'ai précisé il y a un instant, l'article 521-1 était le seul article qui concernait la protection animale d'un point de vue délictuel. Vous n'aviez finalement que très peu d'articles dans le code pénal qui concernent la protection animale. Vous avez un article en matière délictuelle et vous avez un article en matière contraventionnelle sur les mauvais traitements. Et donc, le législateur, qui a plutôt une tendance à égrener des textes tant qu'il peut, pour l'animal, se limitait, se contentait à 2 articles, ce qui n'était pas forcément très judicieux, puisque comme je vous l'ai dit, dans le même article, vous retrouvez les sévices, vous retrouvez les actes de cruauté, vous retrouvez l'abandon. On est quand même sur des niveaux de comportement qui ne sont pas tout à fait identiques, hein. Et donc là, le législateur nous fait l'effort d'un texte précis. Un texte précis avec une nouvelle donc, terminologie, l'atteinte sexuelle. Donc, on ne vient plus sanctionner les sévices de nature sexuelle, mais on vient sanctionner les atteintes sexuelles. Donc, ce qui est intéressant, parce que par atteinte sexuelle, eh bien, vous l'aurez compris, c'est tout contact de nature sexuelle entre un homme et un animal. Et donc, on ne se pose plus la question, excite la question de savoir est-ce qu'il faut une violence, est-ce qu'il faut un sévice, donc avec une connotation de souffrance. Là, pour le coup, il n'y a plus de discussion à avoir. C'est toute logique de contact sexuel qui devient, illicite. Alors c'est intéressant même si on s'en rend pas compte parce que avec la logique du sévice, et déconnecté de la notion de violence, avec la position de la Cour de cassation, on pouvait se poser la question: «Est-ce que la Cour de cassation avait bien cherché à protéger l'animal ou est-ce qu'elle n'avait pas plutôt voulu protéger la dignité de l'homme en venant sanctionner un comportement qui était plutôt attentatoire, eh bien, à la dignité de l'homme que, finalement, véritablement, eh bien, à l'atteinte qui était portée à l'animal. Là, pour le coup, on ne se pose plus la question, c'est bien un comportement qui est attentatoire à l'animal et qu'on veut sanctionner. Donc, bien sûr, dénué de notion de plaisir, il n'y a pas de logique à avoir sur la notion de plaisir que pourrait avoir l'animal, encore moins, bien sûr, pour l'auteur. Et là aussi, si vous voulez, c'est intéressant de pouvoir faire, même si c'est parfois critiqué, pouvoir faire un parallélisme avec la protection de l'enfant puisque c'est la même logique. On ne se pose plus de questions aujourd'hui: «Est-ce que l'enfant va avoir un plaisir? Est-ce que l'enfant peut consentir?» À partir du moment où il n'a pas l'âge adapté pour avoir un rapport sexuel, eh bien, ce rapport doit être sanctionné. Eh bien, c'est la même logique qu'on retrouve avec l'animal. On doit sanctionner parce que ce comportement est inadapté par rapport à la protection de l'animal. Donc une protection qui est beaucoup plus adaptée aujourd'hui, qu'elle soit d'ailleurs d'un point de vue juridique, et donc d'un point de vue de pure sémantique. Maintenant, la question reste d'un point de vue pratique, est-ce qu'il y a une véritable évolution? On peut se poser la question, hein. Malheureusement, a priori, il y a pas forcément une évolution notable sur les poursuites, ce qui sera le même constat que je ferai dans un instant avec la zoophilie virtuelle. Juste pour précision et j'y pensais encore tout à l'heure quand, je voyais, il y a une affaire qui est en train
de mobiliser un peu les réseaux là, de 2 personnes qui ont fait souffrir des animaux sauvages, qui se sont amusés à percuter des animaux sauvages et à les torturer. Il y a une vidéo donc qui a été prise du coup de ces individus, une demande de poursuite de ces individus. Malheureusement, vous avez des associations qui se portent justement, partie civile et qui ont demandé, qui ont saisi le procureur pour des poursuites. La première chose que je me suis dit, c'est que malheureusement, bah, c'est bien joli des poursuites, mais c'est des animaux sauvages et par définition, l'animal sauvage n'a aucune protection donc certes, eh bien, on peut considérer que je vais le dire de la sorte, c'est dégueulasse ce qu'ils ont fait. C'est même monstrueux et même inquiétant, puisque si on fait un rapport comme ça a été évoqué, comme ça peut être évoqué en tout cas entre les violences faites à l'animal et les violences qui peuvent être faites à autrui, par ces individus, il y a souvent une corrélation. Eh bien, pour le coup, il y a pas de protection de l'animal sauvage. Cette protection est aussi absente, du point de vue de la zoophilie. Donc un rapport sexuel avec un animal sauvage, pour, le coup, n'est pas sanctionné, n'est pas sanctionnable, hein, dès lors qu'encore une fois, il garde cette catégorisation d'animal sauvage et qui ne peut pas rentrer dans l'animal donc, tenu en captivité. Donc ça laisse quand même, sujet à un questionnement de ce point de vue-là. S'agissant donc dans un deuxième temps rapidement, hein, sur l'axophile virtuel, là aussi, je vais pouvoir être assez critique sur le champ de l'incrimination puisque, on a une difficulté quant au champ lui-même de l'incrimination. Sur la technique d'ailleurs, rédactionnelle, alors c'est vrai que les non-juristes verront peut-être pas forcément les subtilités, mais, là aussi le législateur est passé par des moyens détournés, si on peut dire, pour sanctionner la zoopornographie, puisque finalement la zoophile virtuelle, ça renvoie plutôt à la zoopornographie. Et donc, on va voir qu'il n'est pas passé par la voie la plus simple. Là aussi, certainement pour éviter les paralyses trop importants, on va dire, avec l'enfant et la protection de l'enfant ou la protection de l'homme. Il a voulu laisser le champ de l'animal bien de côté. Et malheureusement, on est sur, du coup, une situation un peu ambiguë, qui rappelle un peu ce que je disais tout à l'heure avec les sévices. On est d'abord passé par les sévices avant de se dire: «Ben, on va utiliser le mot atteinte», qui est un terme qui est effectivement utilisé pour l'homme et pour l'enfant. Et là, aujourd'hui, bien, il nous fait un peu la même chose avec la zoophilie, virtuelle, la zoopornographie. C'est-à-dire qu'il passe par une voie détournée avec une terminologie et vous allez le voir avec, un jeu de complicité, qui appellera certainement à une modification, rédactionnelle dans le futur pour s'adapter en tout cas à une réalité. Alors, pour parler un peu de zoophilie, là aussi, ne pas oublier que c'est pas nouveau, hein. La zoopornographie, pardon, ce n'est pas nouveau. D'ailleurs, on a des représentations assez anciennes qui sont connues de tous, hein, le Minotaure, mi-homme, et bien mi-taureau, hein, et une représentation de cette zoophilie et donc de zoopornographie. Je rentre pas dans les détails, mais on a d'autres représentations qui ont été beaucoup plus grand public. On parlait de Star Wars tout à l'heure, je ne vais pas aller sur le terrain des films, et si on prend les publicités, Orangina, qui étaient dans des publicités assez provocatrices, avait utilisé, là aussi des publicités, qui qui jouaient quand même sur cette situation un peu ambiguë. Je ne sais pas si vous vous rappelez les pubs Orangina et vous aviez ces situations assez paradoxales de lien entre certains animaux et certains hommes. Et donc ça interroge de ce point de vue-là. Alors c'est vrai que ça reste sur des représentations qui peuvent être considérées comme artistiques, à voir si elles sont contestables ou pas, d'autant plus qu'on a une évolution quand même par rapport à l'appréhension de la liberté d'expression vis-à-vis de la sexualité. Mais en tout cas, ce n'est pas nouveau en tant que tel. Ce qu'il est en revanche, c'est, la lutte contre la zoopornographie, qui est beaucoup plus récente puisque comme je vous l'ai dit, il faut attendre 2021. 2021, alors même que vous avez un contenu zoopornographique qui est extrêmement large. Il suffit de taper Google, hein, vous allez sur Google, vous tapez le terme zoopornographie. Vous vous limitez juste à taper zoophilie ou zoopornographie. Tapez d'ailleurs simplement zoophilie, vous allez sur l'onglet vidéo. Vous allez avoir des vidéos d'associations qui luttent contre la zoopornographie et la zoophilie. Mais les premières propositions qui vont vous être faites sont des vidéos qui vous renverront sur des sites pornographiques pour consulter de la zoopornographie. Donc, vous avez un accès qui est extrêmement simple, extrêmement, facile, gratuit, hein, puisque ce sont sur des tubes, et donc, assez aisé. Là aussi, pour la petite, parenthèse, les contenus, qui ressortent des études qui ont été faites et notamment par un professeur d'anthropologie, Don Kulik, pardon, nous dit que les animaux les plus utilisés sont les chiens et les chevaux. On retrouve, cette même logique, même si vous avez des animaux plus exotiques, il nous dit, qui ont pu être utilisés les animaux de basse-cour, des poulets, des chèvres ou des spécimens plus rares encore comme les anacondas ou les anguilles. Donc on peut retrouver, des vidéos assez particulières, et là aussi le nombre de visites est assez important. En France, d'après les chiffres d'Animal Cross encore, ça serait 1 600 000 visites mensuelles d'internautes. Donc à prendre avec une certaine réserve puisque la difficulté est de savoir, le nombre,
d'internautes uniques. C'est des consultations et donc on ne sait pas exactement. Vous pouvez avoir un internaute qui consulte plusieurs contenus et dans ces cas-là, c'est de savoir dans quelle mesure on peut quantifier exactement cela. Quoi qu'il en soit, une certitude, c'est que le nombre est important. Et donc, ça interroge et ça a amené le législateur à intervenir sous la pression des associations, associations de protection animalière et également parce qu'il y a une réalité, derrière cela. On avait d'ailleurs pour la petite parenthèse, une association lyonnaise qui avait fait état justement de comportements zoophiles dans les années 90 lors des, zut, je cherche, le bizutage. Lors de sessions de bizutage, ce type de comportement, il a quand même fallu, au législateur 30 ans, hein, pour s'y intéresser, malgré ce type de comportement-là. Quoi qu'il en soit, eh bien, le législateur, a là aussi créé un nouvel article, l'article 521-1-2, qui vient sanctionner donc, ces comportements-là sous cette forme-là, je cite: «Est constitutif d'un acte de complicité des sévices graves, acte de cruauté ou atteinte sexuelle sur un animal domestique apprivoisé ou tenu en captivité». Eh bien, le fait d'enregistrer sciemment par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit des images relatives à la commission de ces infractions. Donc vous l'aurez compris, on ne sanctionne pas spécifiquement la zoopornographie, on va sanctionner le fait d'enregistrer ces comportements-là ou des comportements de violence envers les animaux. Donc on passe par un jeu de complicité et non pas comme c'est le cas pour eh bien, les hommes, les enfants, le fait d'avoir ce comportement-là. C'est le fait d'être complice d'un comportement. Donc il y a cette problématique-là, alors qui est, sur de la technique juridique, qui est problématique puisque vous n'êtes pas forcément complice, hein. Vous pouvez très bien être amené à enregistrer ce type de comportement-là, d'une personne, qui d'ailleurs ne sait pas qu'elle est enregistrée. Or, encore une fois, on voit bien que, ce n'est pas adapté dans la rédaction même. D'autant plus que, cet article ne prévoit pas d'autres comportements qui sont critiquables. Le fait de consulter de la zoopornographie, eh bien, n'est pas sanctionné, ni le fait d'ailleurs de payer un service en ligne pour pouvoir consulter ce type de contenu, ce qui est prévu par ailleurs pour les autres, déviances, notamment pour de la pédopornographie. Donc, encore une fois, ce texte est une avancée, mais devra être amélioré. On peut d'ailleurs malheureusement se poser la question de l'impact, hein, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, il suffit d'aller sur Google pour trouver du contenu, ce qui montre bien que la loi en tout cas l'interdiction de la zoopornographie n'a pas eu d'effet escompté. La question qui pourra se poser aujourd'hui, c'est dans quelle mesure on peut essayer de mieux lutter contre ce type de comportement-là. Certainement, il faudra passer, et c'est peut-être ce qu'on peut envisager, passer par l'Arcom, et essayer de mieux lutter contre ce contenu et notamment par le fait que ce contenu est aussi librement disponible pour des mineurs, et donc passer par la protection du mineur pour essayer de faire retirer ce type de contenu qui soit attentatoire à l'animal. Vous voyez un petit peu le passage et les contours qu'on doit utiliser. Juste pour finir, je voulais aborder 2 autres points. Alors, plutôt cette fois-ci les projections zoopornographiques. Donc ici, j'étais vraiment sur la lutte et ce qui a été, donc pris en compte par les législateurs sur les comportements, donc de fixation d'un contenu zoophile et donc de la zoopornographie. On peut se poser la question des représentations zoopornographiques, là aussi pour faire le lien avec, la protection de l'enfant et donc la lutte contre la pédopornographie. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le législateur n'a pas du tout été sur le terrain d'une utilisation d'un vocable similaire, d'utiliser les mêmes incriminations, alors même qu'initialement, d'ailleurs, si vous allez regarder les projets de loi, initialement, c'était ce qui était proposé. C'est-à-dire que le législateur avait d'abord pensé la lutte contre, ces comportements envers l'animal comme l'est la protection de l'enfant. Ce qui permettait d'ailleurs, encore une fois, d'appréhender cette lutte de façon plus globale et de façon plus pertinente. Comme il ne l'a pas fait, eh bien, on a des vides et notamment, on peut se poser la question des représentations fictionnelles. Donc, là aussi, très très simplement et très rapidement, un dessin, pornographique représentant un enfant, imaginaire peut être sanctionné sur le fondement de la pédopornographie. Eh bien, la même situation pour un animal n'est pas possible. C'est-à-dire qu'un animal dans une situation, placé dans une situation, zoopornographique, un animal avec un homme, placé dans cette telle situation et donc des personnages fictifs ne peuvent pas être sanctionnés puisque ce n'est pas prévu par le texte et que le législateur n'a pas prévu de texte spécifique. Donc on peut avoir librement et légalement donc un contenu, zoopornographique imaginaire. Alors vous allez me dire que c'est imaginaire, certes, mais est-ce que pour autant c'est plus adapté? On peut se poser la question.
Au-delà de cela, il y a un dernier point et c'est plus sur l'originalité, et sur la conclusion. C'est, donc les comportements en fait, de projection, donc de zoomorphisme et donc, liés donc à un comportement sexuel et donc c'est ce qu'on appelle plus communément le fandom fury. Alors là aussi, hein, je le précise pour pas être réducteur et de ne pas, comment dire? Encore une fois, avoir oui, une appréhension très réductrice de ce qu'est le fandom fury, hein, qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus large que simplement, la logique sexuelle, hein. On est plus sur de la création de costumes, sur des projections dans des conventions organisées ou éventuellement, également sur une projection sur un parallélisme avec l'animal, que ça soit par rapport à un langage, par rapport à une alimentation et autres. Moi, je vais plutôt m'intéresser à la partie, sexuelle. On peut se poser la question justement quand même à cette logique-là, à ces déguisements. Les déguisements les plus utilisés sont les chiens, les renards et les loups et donc vous l'aurez compris, c'est une excitation en mimant un comportement d'animal ou en se grimant en animal et là, on pourrait se poser la question, est-ce que là aussi le fait d'avoir on va dire une sexualité qui mime celle d'un animal est adapté? Donc je vous le précise, juridiquement, il n'y a pas de difficulté particulière actuellement, hein, il n'y a pas de problématique. Là aussi, on peut se poser la question, on peut s'interroger, est-ce que du point de vue de l'animal et de la considération de l'animal ou de la dignité, Mmh. même si c'est une expression qui n'est pas utilisée au niveau national et qui n'est pas reconnue, en tout cas en France, qui l'est dans d'autres pays, hein, comme la Suisse, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est adapté par rapport à cela? Encore une fois, c'est ambivalent, on pourrait s'interroger. Je ferais juste un parallélisme, à savoir que ça peut éventuellement être considéré comme appartenant à l'intimité de la personne, comme l'est le sadomasochisme et comme l'a reconnu la Cour européenne des droits de l'homme, comme étant un comportement qui, s'il est adapté et s'il est consenti, appartient à notre intimité. Donc on pourrait se poser la question, est-ce que, le fait de se grimer en animal pour avoir une sexualité est aussi, eh bien, un élément de notre vie privée? Vous l'aurez compris, quoi qu'il en soit, le législateur est intervenu, il reste des lacunes, il y a de nouvelles questions qui se posent et elles sont au regard de l'évolution de nos sociétés et donc on a encore des réflexions à avoir, certainement d'autres travaux, d'autres articles, d'autres colloques pour nous réunir. Merci.